Voilà, ben écoutez, je propose de commencer. On a déjà de nombreux spectateurs, ce qui est fort agréable. Donc, on va aujourd'hui commencer notre quatrième séminaire du jeudi, qui est un séminaire organisé par Polytech Paris-Saclay, l'école d'ingénieurs que vous connaissez tous. Alors, ces séminaires ont pour vocation de faire connaître les activités des, des collègues de notre école, soit enseignants-chercheurs, soit éventuellement BIATS. Ça pourra également être une possibilité intéressante, voire certains étudiants, hein, qui sont moniteurs à Polytech Paris-Saclay. Donc, faire connaître leurs activités de recherche. Et aujourd'hui, nous accueillons Alexia Jolivet. Alexia est maîtresse, on va dire, de conférences à Polytech Paris-Saclay. Alexia a des responsabilités multiples à l'école. Elle a été responsable du projet Voltaire, des enquêtes sur les enseignements. Et puis aujourd'hui, je crois que tu as une responsabilité d'année, Alexia. Oui, à quatrième année en apprentissage. Voilà. Et par ailleurs, Alexia est également une, une chercheuse au laboratoire études sur les sciences et techniques de l'Université Paris-Saclay. Et ses travaux qui nous intéressent aujourd'hui portent sur les enjeux de communication au sein des organisations sanitaires et sociales, avec un volet éthique. Aujourd'hui, donc, elle nous présente ce volet. Que dois-je faire? L'éthique, ou peut-on douter dans une organisation? Donc, Alexia, je te laisse la parole et je te remercie d'avance pour cette présentation. Merci Pascal. C'est moi qui vous remercie. Je trouve que c'est vraiment une heureuse initiative de la part de Polytech de permettre au personnel de partager ses intérêts. Donc merci à toi Pascal. Et merci également à Yves et Corinne et Marie pour l'organisation et l'accompagnement de l'organisation de cette séance. Alors je vais mettre mon PowerPoint en plein écran de manière à ce que vous puissiez à le lire plus facilement. Et donc, je commence. Donc, comme l'a indiqué Pascal, donc je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. C'est une discipline, je pense, qui est peu connue parmi l'assistance. C'est une discipline récente. Elle naît dans les années 70-75 et elle travaille sur de nombreuses facettes. En ce qui me concerne, moi, je suis plutôt spécialisée sur les enjeux de communication au sein des organisations et avec une focale un peu plus précise sur les organisations de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner des exemples liés aux organisations de santé, mais le but de mon propos est que la réflexion soit en fait généralisable sur l'ensemble des organisations, aussi bien des entreprises privées que aussi des entreprises publiques ou même au sein de notre université. Mon approche, vous allez voir, est plutôt sociologique, même si j'ai fait le choix, puisque c'est un séminaire de vulgarisation, de ne pas trop, ou même pas du tout aborder les théories, les références théoriques. Mon objectif, c'est plutôt de vous montrer quels sont les enjeux de cette étude, pourquoi ça peut être important pour la société d'une certaine manière. Et dernier point sur la focale, en tant que chercheuse en sciences de l'information et de la communication, ce qui m'intéresse, c'est quand même le sens qui se joue au sein des institutions, c'est-à-dire comment les différents membres, les différents acteurs des institutions vont interroger leurs pratiques, créer du sens autour de leurs pratiques. Et dans le domaine de la santé, qui est le domaine que j'étudie plus précisément, même si vous n'en êtes pas familier, vous savez bien que le
système de santé actuellement est traversé par de nombreuses logiques qui viennent un petit peu, qui viennent un peu entrer en tension, hein, parce que d'un autre côté, on a une gestion de plus en plus dans la performance, dans l'efficacité de l'organisation, et cette approche-là du soin peut aller un petit peu à l'encontre avec une vision plus humaniste, je dirais, du soin. Et également, on a aussi des différences de gestion des organisations du soin, avec d'un côté une hyper spécialisation, hein. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes de santé, mais on sait bien que maintenant, pour chaque organe, il y a presque un spécialiste. Donc, on a une hyper spécialisation qui peut créer des cloisonnements entre professionnels. Et de l'autre, on a une tendance de plus en plus forte qui appelle à travailler dans la pluridisciplinarité, dans la transversalité, et qui aussi réinterroge les modes d'organisation. Et donc, moi, je m'intéresse plus précisément sur ce dernier niveau, c'est-à-dire comment les nouveaux modes d'organisation amènent à une réflexion plus collégiale, et surtout comment cette réflexion sur les pratiques réalisées par les professionnels amène aussi à avoir peut-être une distance critique et comprendre dans quelle mesure on tend vers de nouvelles coopérations professionnelles. Et l'éthique est un des domaines qui a pu mettre en avant ces nouvelles formes de questionnement. Et en ce qui me concerne, ces derniers temps, j'ai étudié plutôt les formes d'institutionnalisation de l'éthique, c'est-à-dire comment la pensée éthique, je vais évidemment vous expliquer en quoi cela consiste, comment la pensée éthique peut se développer dans une institution. Et du coup, est-ce que l'on peut douter, puisque l'éthique, c'est quand même principalement un doute, est-ce que l'on peut douter dans une organisation? Alors, en ce qui concerne l'éthique, souvent c'est un gros mot qui peut faire un petit peu peur, mais ce que je voulais vous montrer en premier lieu avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que l'éthique, elle traverse notre quotidien et elle nous concerne tous. Alors j'ai pris un exemple qui nous touche depuis maintenant plus d'un an, celui de la Covid-19, et j'ai pris quelques titres de journaux, et vous voyez bien que dans ces titres, on voit déjà des problématiques éthiques. Le vaccin en est le dernier exemple. Est-ce que l'on doit vacciner de manière obligatoire l'ensemble de la population, ou est-ce que le consentement individuel prime, par exemple? La question du confinement, dès le départ, a posé la question des libertés individuelles. Ou si je reprends aussi le vaccin, est-ce que le vaccin, qui est une ressource rare, comment la distribue-t-on? La France a choisi de confier de donner ces vaccins-là aux générations les plus fragiles, mais on aurait pu choisir un autre mode de répartition des vaccins. Donc, vous voyez que l'on se questionne, que nous sommes traversés par des questionnements qui nous touchent en tant qu'individus. Mais nous sommes aussi traversés par des questionnements au sein des organisations. Et je vais vous donner ici quelques exemples. Alors, ce sont des exemples issus, j'ai oublié de le préciser, d'une étude que j'ai menée sur les structures éthiques. Je vais vous donner plusieurs exemples pour vous essayer déjà de vous faire comprendre ce que c'est qu'en fait une réflexion éthique et qu'est-ce que c'est qu'une interrogation éthique. Alors là, c'est un exemple assez particulier, c'est un exemple vis-à-vis d'un patient. Mais on verra que la réflexion éthique peut toucher d'autres niveaux. Alors, je vous la soumets, cette illustration. Donc, on a l'infirmière Picard qui travaille dans l'unité 3 de gériatrie, qui comporte 4 lits, dont celui de Madame Patel. Cette dernière a eu une attaque cérébrale et est connue pour avoir une démence vasculaire. Elle arrache sa sonde nasogastrique, et suite à cela, une réunion d'équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire qui rassemble plusieurs professions, est mise en place, et ils prennent la décision de restreindre la liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place une contention en mettant des gants qui vont empêcher en fait Madame Patel d'arracher sa sonde. Madame Patel déteste cela, elle crie toute la journée, et une infirmière est assez gênée par cette prise de décision. Normalement, intuitivement, vous devez un petit peu percevoir l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on a un petit peu un dilemme de valeurs. D'un côté, on a
la question de la liberté de Madame Patel en tant que patiente de pouvoir bouger, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir utiliser ses mains comme elle le souhaite, et donc de respecter son autonomie. Mais dans le cas de Madame Patel, cette personne est démente, donc elle a des problèmes des troubles cognitifs. Donc, est-ce que, et là, ça peut être une réflexion un petit peu éthique, est-ce que du fait de ces troubles, elle perd un peu une certaine rationalité, et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une pleine autonomie? Et d'un autre côté, on a des soignants qui souhaitent la protéger en l'empêchant d'enlever sa sonde nasogastrique pour sa sécurité. Donc, c'est un principe de bienfaisance, de non-malfaisance. Mais on se rend compte que lui mettre ses gants crée une détresse psychologique chez l'infirmière. Donc, on est en fait dans un dilemme. Je vous l'ai montré par le biais de la balance. Hein. On est dans un dilemme. On se demande que faire, que dois-je faire, que dois-je penser pour agir au mieux et selon mes valeurs. Alors ça, c'est un exemple très particulier lié à la santé, mais vous avez aussi des exemples de management courant. Alors, je reprends le cadre de la santé, mais ça pourrait s'appliquer vraiment dans toute entreprise. Une infirmière qui demande à son directeur d'accueillir sa maman en fin de vie, est-ce qu'on va privilégier du coup la relation de proximité qu'on a avec l'infirmière pour accueillir sa maman, ou est-ce qu'on va privilégier le principe d'équité de traitement, et à ce moment-là, la maman de cette personne n'aura pas d'une certaine manière un passe-droit. Un cas de santé trouve de nuit l'infirmière avec son enfant qu'elle a amené du fait de ne pas avoir trouvé de nounou. Donc vous vous doutez bien que l'infirmière n'avait pas le droit d'amener son enfant dans le cadre de son exercice professionnel, mais face à sa situation compliquée, est-ce que est-ce que l'on ne pourrait pas permettre finalement une certaine liberté par rapport aux règles, par rapport au cadre? Tout ça pour vous dire quoi? Que l'éthique, c'est un mot parfois fort, qui fait peur, mais en fait, l'éthique, ce sont des questionnements qui nous traversent quotidiennement. Et si je prends le cas de l'université, lorsqu'il y a eu le confinement, la question du distanciel a été, par exemple, une question éthique du point de vue pédagogique. Est-ce que l'on fait venir les étudiants au risque de les mettre, de les confronter à la propagation du virus, de la Covid-19, mais est-ce que le distanciel, n'est-ce pas aussi les mettre dans une situation critique pour certains, de détresse, ou est-ce que du point de vue pédagogique, est-ce que ce n'est pas mettre des freins dans l'accompagnement pédagogique? Vous voyez, l'éthique, elle est partout. Alors, si j'essaie de vous définir un petit peu l'éthique, rapidement, c'est juste, en fait, on vient de le voir, c'est juste pour vous dire que l'éthique, ça naît en fait d'un cas de conscience, d'une interpellation, et qui va se traduire par une interrogation, alors qui va être pris en charge soit individuellement, soit collectivement, sur notre action, sur les valeurs qui sont en jeu, mais aussi sur les finalités, mais aussi sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de mon action? Dois-je faire ça, et quelles vont être les conséquences? Et ce que moi je vais étudier, c'est la manière dont le collectif au sein des organisations va prendre en main ce questionnement éthique du point de vue collectif. Donc, par le biais de structures éthiques. Je voudrais juste préciser une dernière chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que l'éthique, ce n'est pas de la déontologie ou ce n'est pas de la morale. La morale, c'est ce qui vous dit comment vous devez vous comporter. On ne doit pas voler, on ne doit pas tuer, par exemple. La déontologie, ce sont des règles professionnelles qui reposent sur des normes, des procédures, notamment, par exemple, les règles de sécurité. Mais en fait, l'éthique, elle va se situer au-delà de ça. En fait, l'éthique, elle se situe quand le cadre est insuffisant pour gérer la situation. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'on a tous des cadres, des procédures, des cadres juridiques, sociaux, mais face à une situation, parfois le cadre il est insuffisant, et l'éthique va justement essayer c'est ce questionnement sur les normes, c'est ce questionnement sur les cadres, ce cas de conscience qui va venir nous interpeller. Alors concrètement, alors, juste avant d'être dans le concret, je voudrais juste
préciser pourquoi c'est important ce questionnement éthique et pourquoi les entreprises, les organisations se mettent à mettre en place ces démarches éthiques. C'est important, premièrement, parce qu'il est nécessaire de se questionner. C'est-à-dire que souvent pris dans l'urgence, pris dans l'habitude, pris dans les protocoles, les procédures, en fait, on ne prend plus le temps de se questionner sur ce que l'on fait. Et l'éthique, en fait, c'est ça, c'est s'interroger sur ce que l'on doit faire, c'est quitter aussi cet automatisme, cet ordinaire. Si on ne s'interroge plus, ben, on rentre dans une application un peu, oui, automatique, et ce qui amène parfois à ne pas prendre les bonnes décisions et être en décalage avec ce qu'il faut faire. Et c'est nécessaire aussi de développer une démarche éthique parce que les situations sont complexes. En fait, il n'y a jamais une bonne solution, il y a souvent des solutions, des réalités face à une problématique. Si je suis dans le cadre du soin, vous allez avoir la vision, certes, du médecin, mais aussi de l'infirmière, de l'aide-soignante, du cadre de service, du gestionnaire de l'établissement, de la secrétaire. Et en fait, c'est la juxtaposition, la complémentarité, l'articulation de toutes ces visions, de toutes ces rationalités qui va nous permettre de gérer notre quotidien et nos situations. Or, souvent, le contexte actuel des organisations est assez oppressant, je dirais. Et ce que l'on voit notamment dans le cadre du soin, c'est qu'on entre de plus en plus dans des formes de perte de sens, de perte de motivation. Alors, je ne veux pas dresser un portrait trop négatif, mais il y a souvent, lorsque l'on parle de burn-out, c'est lié au fait que les employés, les salariés ont perdu le sens de leur pratique et ne sont plus en adéquation avec les valeurs qu'ils souhaitent défendre ou les valeurs de l'entreprise. Et parfois aussi, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et bien justement, la réflexion éthique va permettre d'aider cela et de porter cela de manière plus collective. Alors, quelle forme cela prend? Et c'est là en fait que réside en fait mon travail, mon étude, c'est de comprendre que ces dispositifs sont quand même assez inédits et très particuliers dans les organisations. Premièrement, ce qui fait qu'ils sont particuliers, c'est qu'en fait, ils mettent les employés dans une posture inhabituelle, ce qu'on appelle une attitude discutante. Alors là, je cite Marc Grassin qui était évoqué plus haut dans une diapo. C'est-à-dire que on demande au personnel de suivre des principes inhabituels, en tout cas plus inédits au sein des organisations. Les principes, je vous les ai listés ci-dessous. Je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que moi, j'étudie des structures éthiques, c'est-à-dire des lieux où on a formalisé cette réflexion éthique, mais il y a aussi des lieux où cette réflexion n'est pas forcément formalisée, mais elle peut avoir lieu. Donc, lors d'une réunion, on peut être amené à avoir une discussion qui relève de l'éthique. Moi, je me suis concentrée sur ces lieux de formalisation. Et là où c'est un peu inédit, c'est que, premièrement, si je caricature, en fait, lorsque vous êtes vous appartenez à une structure éthique, donc quand vous participez de ce mouvement éthique, en fait, la première règle, c'est que tout individu est légitime à dire quelque chose. Donc tout le monde a sa place, et surtout, la dynamique de groupe qui est en jeu, c'est qu'il n'y a pas de relation hiérarchique. Il y a une égalité de posture, au sens où tous les regards se valent et tout le monde peut s'exprimer. Alors, vous vous doutez bien que si je dis ça, et notamment si je parle des organisations de santé, mais alors aussi de n'importe quelle entreprise, si je vous dis qu'au sein d'une réunion, nous avons le directeur de l'établissement, je ne sais pas moi, la secrétaire, le chargé de com, le médecin, l'infirmier, l'aide-soignante, et que tous ont le même poids, la même valeur, on sent que ce n'est pas forcément intuitif dans le relationnel entre les individus. Pourquoi?
parce que dans l'organisation, nous sommes tous marqués par des formes de hiérarchie, par des formes de pouvoir. Alors l'université est un petit peu particulière. En sociologie, l'université est une structure un petit peu différente parce que les enseignants-chercheurs notamment sont très autonomes dans leurs tâches, mais on a quand même des formes de hiérarchie. Et là, en fait, ces structures, elles vont se différencier parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Alors, une des remarques, on verra plus tard, c'est que ça peut être un petit peu un vœu pieux parce que c'est difficile de penser que lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, chacun enlève sa casquette de directeur et discute de manière neutre. Non. Attention, il ne s'agit pas non plus de s'effacer, mais par contre, il s'agit de revendiquer les compétences de chacun, l'apport de chacun, sans que cela crée des formes de hiérarchie et de prégnance ou de domination les uns par rapport aux autres. Donc déjà, il y a cette problématique de la hiérarchie. Deuxièmement, il y a aussi un mode d'échange qui est quand même qui demande une certaine discipline, un certain travail, puisque il y a une problématique d'intersubjectivité. Alors le terme vient de ce qu'on appelle l'éthique de la discussion, et que je vais traduire beaucoup plus simplement en disant qu'il s'agit d'être à l'écoute et d'être dans le droit de réponse. Mais cela veut dire qu'on prend un temps pour que chacun s'exprime. Ce qui n'est pas forcément aisé lorsque vous êtes aussi limité par une certaine temporalité et qu'il faut faire avancer les choses. Il faut faire en sorte que tout le monde se comprenne et la clarté des arguments, elle est essentielle dans la communication, mais du coup, ça demande aussi un travail d'accessibilité, de vulgarisation. Il faut que cela soit pluridisciplinaire, donc on mélange des cultures, on mélange des façons de voir. Et aussi, le dernier point, c'est que ce sont souvent des structures qui relèvent revendiquent une indépendance et une autonomie par rapport à l'organisation. En fait, c'est des structures qui n'ont pas de chef et qui ne sont pas forcément surveillées, contrôlées ou rattachées à d'autres services. Donc, en fait, c'est un peu des électrons libres. Et cette valeur d'électrons libres, elle est importante parce que c'est ce qui leur permet d'être autonomes, ce qui leur permet de réfléchir de manière libre. Mais vous vous doutez bien qu'un électron libre dans une organisation, ça pose toujours question. Et je vous ai mis une petite citation d'une personne que j'avais rencontrée lors d'un entretien qui nous dit « On ne nous a jamais appris à parler avec les autres professionnels ». Et si vous y réfléchissez un petit peu, il est vrai que dans nos cursus, nos formations, il est rare, d'où l'intérêt des cours de communication, j'en profite pour faire un peu de pub, mais plus sérieusement, il est rare que l'on apprenne à échanger et à se livrer à cet exercice qui n'est pas forcément évident, d'être à l'écoute, de s'exprimer de manière à être accessible par tout le monde, de manière à être accessible et compréhensible par tout le monde, et surtout de se dégager des logiques qui nous gouvernent, et notamment des logiques de hiérarchie. Alors ça, c'est le principe. Je vous présente un cas, un exemple, pour que ça soit un petit peu plus parlant pour vous. Et après, dans un second temps, je vous montrerai dans quelle mesure cela prend ou cela ne prend pas, et dans quelle mesure cela questionne justement nos organisations. D'où la question initiale de ma présentation, et qui est: peut-on douter dans une organisation? Alors, je vous présente un petit cas de santé, encore une fois, du point de vue de la santé, mais là encore, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément le contenu de ce qui se joue. Vous pourrez vous faire un avis, ça c'est sûr, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est les enjeux organisationnels derrière. Alors, on est dans un centre hospitalier, il y a une structure éthique dans ce centre hospitalier, et en fait, l'équipe médicale est face à un dilemme par rapport à un patient, et elle a saisi la structure éthique pour lui demander son avis. Donc, c'est un avis qui reste consultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout décisionnaire. On leur demande simplement leur avis pour éclairer l'équipe médicale. Et au sein de cette discussion, on retrouve donc l'équipe médicale, mais aussi un pédopsychiatre, un oncologue, donc spécialisé dans le cancer, un cadre de santé et des secrétaires. Ces personnes sont toutes présentes de manière volontaire. Alors, je vous présente le cas. Nous avons donc un garçon qui est prématuré, qui a participé à un essai clinique.
Et 2 ans plus tard, une analyse chromosomique fortuite détecte la présence d'une anomalie. L'enfant pourra potentiellement, mais pas assurément, développer cette maladie dans 5 ans, une maladie qui aurait des conséquences sur l'identité sexuelle du garçon. Potentiellement, en fait, cet enfant pourra être infertile, présenter des troubles pubertaires ou des troubles de féminisation. Cela veut dire, en fait, pour qu'on soit tous clairs, c'est-à-dire que cet enfant fait partie d'un essai, on lui fait une analyse à propos d'un élément en particulier, et en faisant cette analyse, on détecte qu'il a aussi une anomalie. Et cette anomalie, elle peut annoncer ou pas le développement d'une maladie. Mais on n'en est pas sûr. La question que se pose l'équipe médicale, c'est est-ce qu'ils informent le patient, donc le garçon et ses proches, les parents, du fait qu'il peut développer cette maladie ou non. Alors, je vous présente le déroulement de la réunion qui est résumé, évidemment. Hein, c'était beaucoup plus riche, mais c'est pour aussi vous montrer comment elle se déroule. Rapidement, suite à la présentation du cas, le chef de l'équipe médicale précise qu'il a contacté d'autres équipes. Je vais un peu plus vite. Il en profite pour dénoncer la complexité des protocoles de recherche, qui interrogent la capacité des parents à consentir de manière éclairée lorsqu'ils les signent. On fait signer aux gens des choses auxquelles ils ne comprennent rien, dira le médecin. Et en fait, il est pris dans un dilemme, celui que je vous ai mis en gras, c'est que soit il donne l'information au patient, parce qu'on est dans un droit de savoir, mais qui va créer de l'anxiété. Et en plus, c'est une information incertaine, on n'est pas sûr que le patient développera la maladie. Soit on ne transmet pas l'information tant qu'elle ne se déclare pas, mais au risque de créer une rupture du lien de confiance avec l'équipe médicale. Ça, c'est l'exposition du cas, et dans un second temps a lieu la discussion et vont être discutés les enjeux de transparence de l'information, les normes juridiques qui existent. Ils vont anticiper plusieurs scénarios, ils vont comparer avec d'autres situations, et au final, le responsable de la structure éthique dira « La majorité des gens sont pour une annonce la plus rapide possible, mais la décision revient à toi, puisque c'est l'équipe médicale qui a le dernier mot, et le chef de l'équipe médicale dira « Moi, je ne me sens pas, ça peut être quelqu'un d'autre ». Vous voyez que dans ce cas-là, que je vais un peu développer, ce qui se joue indépendamment de savoir si on doit donner l'information, ça c'est un questionnement éthique et je ne vais pas vous donner la réponse, ça relève de votre réflexion à vous aussi. Ce qui se joue, c'est un questionnement sur les pratiques, hein, un questionnement sur justement ce qu'on appelle la médecine prédictive, un questionnement sur la posture et le rôle du soignant. Tout ça, ben voilà, vous voyez qu'ils sont en train de se questionner sur ce qu'ils font. Et quelques petits éléments. Donc, ce qu'ils font, en quoi c'est éthique? C'est parce qu'en fait, ils mettent en balance des valeurs entre la médecine prédictive. Donc, la médecine prédictive, c'est la médecine qui, par le biais d'analyse, peut prévoir qu'il peut arriver certaines choses. Est-ce que face à la médecine prédictive, on doit appliquer forcément le droit de savoir? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une approche un peu paternaliste de la médecine? De quelle place on se situe pour se mettre à leur place, de se mettre à la place des patients? Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'on a le droit de retenir l'information? Est-ce que comment, avec la secrétaire qui résume très bien la situation, on est dans une impasse, leur dire, et comment ne pas leur dire aussi? Donc, je vais un petit peu vite, mais c'est pour vous dire que ce questionnement, il soulève plusieurs points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Après avoir étudié comment ça se déroule, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux qu'il y a derrière. Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui se joue au sein des organisations? Et une fois que je vous aurai exposé qu'est-ce qui se joue, ça me permettra, dans un dernier temps, de vous montrer quels sont les enjeux organisationnels liés à cette mise en place des structures éthiques. Le premier enjeu, c'est que dans ces structures, on est dans une autorité de sens et non dans une autorité de pouvoir.
Dit autrement et peut-être mieux dit par Cahenepel et Jobin, ce n'est pas l'autorité qui fait argument, c'est l'argument qui fait autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces lieux, dans ces espaces, c'est la délibération collective qui prime. Et c'est donc la réflexion qui va primer et qui va être distinguée du temps de l'action. L'autre élément important, c'est que l'on est dans une forme de prendre sur soi collectif. Alors le prendre sur soi, c'est une notion qui a été développée par Marianne Dujarrier, qui est une sociologue qui a étudié la gestion de projet, et qui nous dit que de plus en plus dans les organisations, et ça peut aussi nous parler à tout un chacun, de plus en plus se développe en fait des normes et se développe un idéal. C'est-à-dire que l'on est tous soumis à atteindre des objectifs et ces objectifs, finalement, ils sont parfois excessifs et ils relèvent finalement d'un idéal d'une organisation. Et la problématique, c'est qu'actuellement, cet idéal devient la norme. Or, cet idéal qui devient la norme, évidemment, comme c'est un idéal, il est difficile de l'atteindre. Et donc, ce que l'on fait, tout un chacun, c'est qu'on essaie de prendre sur soi cet écart entre une norme idéalisée, des objectifs qui sont parfois irréalistes, qui poussent les employés, et ce que l'on peut faire réellement. Et cet écart, en fait, on va tous mettre en place des tactiques de simulation, de dissimulation pour montrer qu'on a atteint la norme, même si elle n'est pas forcément atteinte. De manière caricaturale, c'est lorsqu'on vous demande qui est je ne sais pas, la mise en place d'une réflexion je sais pas, sur la responsabilité en entreprise. Et l'idéal serait qu'on mette en place telle réunion, telle structure, et le contexte n'est pas possible, ne permet pas cela. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de créer, de mettre en place des dispositifs un peu intermédiaires, mais qui ne vont pas répondre forcément à la norme qui est attendue. Et ce que montre en fait Marianne Dujarrier, c'est que ce travail de prendre sur soi des objectifs un peu parfois irréalisables. En fait, c'est un travail évidemment qui est difficile, mais surtout qui est usant. Et là, ce que fait les structures éthiques, cette réflexion éthique, en fait, elle fait en sorte que le prendre sur soi, il devient collectif. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, se construit une responsabilité collective et ça permet une meilleure réflexion sur les pratiques, une meilleure délibération, mais surtout, ça permet aussi un bien-être, une motivation plus poussée et plus aboutie de la part du personnel. Donc, qu'est-ce que font ces structures éthiques? C'est qu'elles font en sorte que la pratique devienne en fait une sorte de matériau qui est façonnable par tous. Donc, en fait, elles réinstituent chaque personne en tant qu'auteur de la pratique. Et ça, c'est assez inédit dans les organisations. Tous les points que je viens de citer sont assez inédits. Parce que finalement, ça fait de ces lieux, des lieux d'autorisation de la pensée, en fait, d'une certaine manière. La formulation est un peu peut-être provocatrice, mais c'est pour vous dire que dans ces lieux-là, on prend le temps de la réflexion. Ce ne sont pas des lieux décisionnels. C'est pour ça que je parle de lieux de pouvoir. Réfléchissez, normalement, toute institution, en tout cas la plupart des dispositifs dans les organisations, sont des lieux qui sont faits pour prendre des décisions. Là, dans ces lieux, on n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour réfléchir sur les pratiques. C'est un lieu où on va prendre du temps, de la distance, alors qu'on sait tous que l'on est dans un rythme de l'urgence. Et c'est surtout un lieu où on va déconstruire, alors que dans une organisation, on est dans une logique de fixation, d'homogénéisation, de procéduralisation. Et c'est ça qui fait que c'est inédit. Alors, est-ce que ça marche? Je voulais vous montrer ce qui se joue. La question, c'est est-ce que ça prend? Est-ce que finalement, ce doute collectif, est-ce qu'il peut avoir lieu? Et ma réponse va être assez mitigée. Et finalement, la portée de ces structures éthiques reste encore limitée.
Encore une citation issue d'un entretien, c'est que ces questions éthiques ne sont pas assez prises en amont, c'est-à-dire qu'on attend que la situation pose problème pour engager une réflexion éthique, mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et finalement, quelle est la place de cette réflexion éthique si on fait un état des lieux actuel? Premièrement, c'est une démarche qui prend difficilement. Elle prend difficilement pour plusieurs raisons. L'éthique, le terme éthique, c'est la peur du jugement, c'est la peur que l'on vous dise ce que vous devez faire, alors que ce n'est pas l'esprit des démarches éthiques, mais quand vous commencez à réfléchir aux pratiques, le personnel, enfin tout un chacun peut craindre qu'on vienne vous juger. Ça demande du temps, du point de vue des enjeux de dynamique de groupe. Il s'agit de créer une relation de confiance, il s'agit de créer une symétrie, entre guillemets, des relations, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie. Ça demande un investissement de temps, et on sait que l'on en a trop peu, et souvent c'est une démarche bénévole qui n'est pas financée, qui n'a pas de ressources, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les structures éthiques ne le font pas sur leur temps de travail. Donc c'est un surplus qui vient de s'ajouter. Et surtout, l'autre problématique, c'est qu'en fait, ces structures éthiques, elles ont une portée organisationnelle qui est assez faible. C'est parce qu'elles ont du mal à s'intégrer dans la dynamique institutionnelle, elles ne sont pas valorisées, elles sont peu connues, elles sont peu reconnues. Alors pourquoi? Alors, est-ce que Pascal, tu pourrais me dire si je suis dans les temps ou si j'ai déjà dépassé? Combien de temps il me reste? Disons qu'il te reste 5 minutes, Alexia. C'est parfait. Alors c'est bon, je n'aurai pas trop à me presser. Merci Pascal. Alors pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, si je résume, ça va à l'encontre des logiques de l'organisation. Quel est le risque si on ne met pas en place des structures éthiques? Le risque, je voulais exemplifier par une citation qui me semble assez parlante. Alors, entre le trop peu d'institutions dans l'anarchisme éthique qui peut condamner à l'impuissance ou à la surresponsabilité et le trop d'institutions qui peut enfermer l'éthique dans la régulation administrée, comment penser la traduction institutionnelle de la visée éthique? Je vais vous traduire tout ça. En fait, l'éthique et l'organisation, ce sont deux termes qui, de premier abord, ne vont pas ensemble. Pourquoi ils ne vont pas ensemble? Parce que, en fait, l'éthique, quand on pense à l'éthique, on pense au rapport humain, hein, parce que l'éthique, c'est finalement s'interroger sur sa relation à l'autre. On se dit que, premièrement, quand ma relation à l'autre, elle n'a pas besoin d'être qu'il y ait une médiation un peu par le biais d'un dispositif. Pourquoi mettre en place une structure pour réfléchir sur ma pratique, pour réfléchir ma relation à l'autre? Donc, il y a déjà une petite méfiance. Mais surtout, l'éthique, je ne sais pas si vous l'avez senti, en fait, il y a quand même une dimension, si je suis un petit peu caricaturale, un peu anarchique dans l'éthique, un peu provocatrice. L'éthique, elle est là pour questionner, elle est là pour interroger, pour un petit peu remettre en cause. Alors, sans forcément pour contester, hein, sans forcément pour s'opposer, mais elle vient titiller, elle vient créer du doute. Et donc, d'une certaine manière, elle va à l'encontre de l'organisation qui, si vous êtes amené à lire un petit peu des recherches en sociologie de l'organisation, on vous dira que l'organisation, c'est une institution surplombante. Elle vient cadrer, elle vient formater, elle vient contrôler. Donc l'éthique, qui est un peu ce côté anarchique et mouvement, et d'un autre côté l'organisation qui vient cadrer, vous vous doutez bien qu'il y a une friction. Et donc la crainte, c'est ce qu'expose Pierron et que vous avez sous les yeux, c'est que d'un côté, on n'institutionnalise pas l'éthique, en gros, on ne formalise pas l'éthique, et à ce moment-là, chacun se retrouve seul et est condamné à ce que lui appelle l'impuissance ou la surresponsabilité, c'est-à-dire, c'est ce que j'évoquais précédemment, vous prenez en charge par vous-même vos questionnements, vos dilemmes, vos cas de conscience, et ça crée soit un sentiment d'impuissance, d'épuisement, du burn-out par exemple, soit ça crée une surresponsabilité, vous vous sentez responsable de tout, et vous vous doutez bien que ça peut créer soit des frustrations, soit de l'épuisement également. Donc soit on ne formalise pas l'éthique, soit au contraire on la formalise avec le risque, c'est le deuxième pan de la citation, qu'on enferme l'éthique
et que donc ce côté un petit peu anarchique, un peu questionnant, bah, il soit contrôlé, cadré, et que finalement ça devient un moyen de plus pour gérer l'organisation, pour gérer l'action. Donc on est dans un dilemme. Mais pour pouvoir finalement développer finalement, en fait, ce que font les structures éthiques, c'est qu'elles trouvent un entre-deux. C'est-à-dire qu'elles essaient de montrer que l'éthique, il faut qu'elle se développe de manière collective, tout en se préservant de l'approche un petit peu surplombante que peut représenter l'organisation. Et en fait, pourquoi, et là je viens au cœur du questionnement, c'est qu'en fait, pourquoi c'est problématique cette éthique? Pourquoi ça ne prend pas? Ben, en fait, pour qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait que les gens le veuillent. Alors là, je fais référence au petit diagramme que vous avez en bas à gauche. Il faut que les gens le veuillent, il faut qu'il y ait une motivation. Mais ça, cette motivation, je pense que tout le monde l'a, hein, puisqu'on est tous concernés par le questionnement éthique. Il faut savoir, c'est-à-dire il faut quand même avoir un minimum de compétences sur ce qu'est l'éthique, ou même sur qu'est-ce que c'est que participer à une structure éthique. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas inné, c'est pas si évident. Il faut devoir, est-ce que ça fait partie de vos valeurs, mais surtout il faut pouvoir. Et je reprends la citation de Héguier qui est juste à côté. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, développer une réflexion éthique? C'est de viser un agir qui favorise la conscientisation des acteurs, c'est-à-dire le fait que les acteurs développent une réflexion, prennent conscience de leurs pratiques. Donc, qui favorise la conscientisation des acteurs, leur autonomisation, leur responsabilisation, mais aussi leur émancipation. Ce qui nécessite donc d'envisager l'éthique comme un projet institutionnel d'apprentissage collectif. Cela veut dire que l'éthique ne peut être possible que si l'organisation permet aux employés de développer cette émancipation-là. C'est-à-dire que certes, ils peuvent vouloir, certes, ils peuvent savoir, mais si l'organisation n'est pas capacitante, je reprends les termes d'Héguier, à ce moment-là, elle ne peut pas se développer. Et en fait, actuellement, l'organisation n'est pas capacitante. Alors, pourquoi les organisations actuellement, c'est mon dernier temps, ne permettent pas le développement de la réflexion éthique? Pourquoi elles ne sont pas capacitantes? J'irai directement sur le comment. Vous pouvez lire au-dessus si vous voulez, mais en fait, j'explique ce que c'est le terme capacitant. Capacitant, c'est donner la possibilité réelle aux gens de faire quelque chose. Et pourquoi les organisations ne sont pas capacitantes actuellement? Tout simplement parce que se développe, alors je ne veux pas généraliser, hein, je parle vraiment de manière, enfin, si je généralise, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les organisations ne répondent pas à ce modèle-là. Mais de manière générale, les modes de management actuels ne tendent pas à alors même s'il y a des changements, des évolutions, les modes de management ne permettent pas un développement coopératif et participatif. On est beaucoup dans l'individualisme ou dans l'autonomie, mais donc dans la gestion par soi-même de la tâche. Et c'est d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que le terme autonomie est à double tranchant du point de vue du management. Ça a été d'une part d'un côté une manière de valoriser les employés en leur donnant une autonomie, une responsabilité, mais ça a été aussi à double tranchant puisque si vous êtes autonome et responsable, tout le poids du succès repose sur vous. Et donc, cela peut créer aussi une forme de contrôle et de contrôle de l'employé. Et ça a aussi des conséquences psychologiques assez fortes. Mais tout ça pour dire que, en fait, les organisations actuellement, elles sont très hiérarchisées. Elles ne développent pas le management coopératif participatif. Et certains diront même qu'on n'est pas dans une conception démocratique de l'organisation du travail. On est plutôt dans des organisations qui parfois ne reconnaissent pas suffisamment les employés et qui, notamment les acteurs qui sont au plus bas de l'échelle. Et je vais pas m'attarder trop longtemps, mais en fait, ce que font les structures éthiques, c'est qu'elles vont à l'encontre de toutes ces dynamiques-là. Elles mettent en avant le coopératif, elles mettent en avant le collaboratif, le participatif. Elles développent une conception beaucoup plus démocratique de ce que sont les pratiques, et elles remettent en cause les logiques de pouvoir.
Et si, je finis là, mais si dans l'assistance, il y a des étudiants ou des apprentis, j'ai cru voir, je voudrais juste finir pour m'adresser à vous et même à l'ensemble des personnes, mais aussi, puisque nous sommes dans une école d'ingénieurs, m'adresser à nos étudiants. Juste pour vous dire qu'en fait, l'éthique, ça vous concerne. C'est un pan qui est en train de se développer activement. J'ai pu voir avec plaisir, notamment par le biais des listes de diffusion, que l'on vous propose souvent des conférences et qui mettent en jeu en fait des questionnements éthiques. C'est-à-dire que l'éthique, ça vous concerne à deux niveaux. Premièrement, ça vous concerne parce que ça concerne vos pratiques. Quand vous serez ingénieur, vous aurez des responsabilités par rapport à ce que vous faites, par rapport aux technologies que vous développez. Et je vous donne par exemple un exemple donc d'une conférence qui avait lieu, je crois, avec un partenaire de Polytech, Sopra Steria, et qui a fait une conférence sur les biais sexistes dans l'intelligence artificielle. Lorsque l'on développe des logiciels, des plateformes par le biais de l'intelligence artificielle, on peut aussi reproduire des biais sexistes. Mais ça, c'est des questionnements éthiques. Ça se développe aussi par rapport au développement durable, par rapport aux controverses et au management. Mais aussi, sachez que l'éthique, c'est important, et là, alors là, je m'adresse à tout le monde, ça relève aussi du bien-être en entreprise. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de prendre du recul, a besoin de réfléchir sur ses pratiques, a besoin de donner du sens à ses pratiques. Et le système actuel ne permet pas forcément cela. Et ce que permet justement ces structures éthiques, c'est de renforcer, alors ça c'est les études qui montrent ça, de renforcer l'identité professionnelle, de redonner une cohésion, de se ressourcer aussi. On connaît le succès du coaching actuellement dans les entreprises autour du bien-être. Et surtout, ça permet in fine d'améliorer la qualité du service rendu. Donc voilà, je conclus. J'espère, pour vous montrer qu'une réflexion sur l'éthique est importante et prolifique, je l'espère, pour vous. Pascal, j'ai Oui, terminé. merci Alexia. J'ai essayé de brancher ma caméra, mais ça voulait pas marcher. Merci beaucoup pour cette demi-heure de remise en question et ce très bel exposé sur un domaine qu'on ne connaît pas, personnellement que je ne connaissais pas. Je vais laisser la parole aux spectateurs pour des questions. Vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Vous pouvez aussi chatter des questions si vous vous sentez plus à l'aise avec les questions par le chat. Je crois qu'il y a une question, Oui, Pascal, de la part. J'ai un problème, je ne les vois pas. Tu la vois, Alexia? Oui, enfin, il y a une demande de prise de parole de Thierry. Thierry, oui. Vous pouvez... Oui, bonjour, Thierry Michel Isoard. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence, très, très intéressante. La question que je voudrais poser à notre maîtresse de conférence, c'est est-ce que vous pouvez introduire les dimensions de pression du groupe, c'est-à-dire prendre des décisions alors qu'on a réfléchi de manière éthique, et d'autre part, la dimension de pression du temps, c'est-à-dire nous devons prendre une décision avant ce soir ou à la fin de la réunion. Donc, comment vous intégrez ces deux dimensions, la pression du temps et d'autre part, la pression du groupe ou de l'environnement du groupe? Merci beaucoup. Merci. Pour la pression du temps, c'est justement tout l'enjeu de ces structures, c'est qu'elles essaient de changer la temporalité qui a lieu. C'est souvent aussi à double tranchant pour ces structures parce que la question du temps je reprends. En fait, l'éthique revendique la possibilité de prendre de la distance, de prendre du temps pour réfléchir. Souvent, ça se fait sur des temporalités longues, alors que l'éthique, alors que les dilemmes éthiques peuvent renvoyer à une urgence.
de la réflexion, à une urgence de la prise de décision. Et c'est tout, notamment lorsque dernièrement avec la Covid-19, il a fallu réfléchir sur ces questionnements et on ne pouvait pas se permettre de prendre un an pour se décider. Donc la question d'urgence et la question du temps, c'est un facteur décisif, mais qui est compliqué parce qu'il peut aussi remettre en cause l'intégrité de la réflexion éthique. Alors, pour répondre concrètement, je ne sais pas si je pourrais répondre concrètement à votre question, comment l'intégrer. Je ne sais pas si vous me demandez par exemple quelles seraient les formules ou les recettes pour pouvoir l'intégrer. Par contre, c'est un paramètre important et c'est surtout un paramètre qui fait l'identité des structures éthiques, c'est-à-dire qu'elle revendique cette prise de temps. Alors, c'est une pression, tout comme vous l'indiquez, la pression du groupe est aussi une variable importante. Cette pression du groupe, elle se décline de différentes manières. Elle se décline à la fois de manière processuelle, c'est-à-dire au sein du groupe. Comment se jouent justement les rapports d'asymétrie, parce que même si je vous dis qu'il y a une abolition des hiérarchies, évidemment, il y a toujours une asymétrie dans tout groupe, dans toute dynamique de groupe, il y a des formes d'asymétrie. Donc, comment se jouent et se régulent ces formes d'asymétrie, c'est un défi pour ces structures. Et notamment, elle le régule par les jeux d'animation, les jeux de prise de parole. C'est souvent ça qui est décisif. Et il y a aussi une pression, alors peut-être du groupe, si j'emploie le terme, enfin j'appréhende le terme de manière plus vaste, une pression d'institution. Et cette pression d'institution, elle est aussi problématique parce que l'éthique veut se dégager de ces formes d'imposition que peuvent avoir l'institution. Or, si l'éthique, si elle veut préserver sa crédibilité, elle doit d'une certaine manière temporiser ces pressions-là, mais d'un autre côté, si elle veut être crédible, c'est-à-dire être au plus près des attentes et des besoins du terrain, elle doit y répondre. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Par contre, ça me permet de montrer les tensions que soulèvent ces deux variables, en effet. Merci beaucoup. C'est bien ça, une des dimensions en fait qui est posée, en particulier dans les réunions d'entreprises privées où on doit prendre une décision, messieurs, mesdames, avant qu'on quitte cette réunion. Et merci beaucoup pour votre réponse. Ce qui ne permet pas forcément. C'est le temps de l'action sur le temps de la réflexion. Oui, tout à fait. Merci Alexia. On a une question de Véronique. Soit Véronique, vous prenez la parole, soit je lis la question. Éthique versus règles weberiennes. Bonjour, oui, effectivement, enfin, c'était pas une question, c'est juste une remarque. Une remarque au tout début de votre exposé, parce que dans un univers où, notamment dans le public, où les structures sont soumises à des règles et des surrègles qui s'empilent les unes derrière les autres, ça permet d'évacuer complètement la réflexion éthique et c'est un petit peu dangereux, quoi. Oui, tout à fait, c'est l'imposition du cadre. Et quand le cadre prime sur le sens, on se retrouve dans des situations où justement on est dans un automatisme, mais aussi une frustration et une perte de sens de l'activité. Merci. Guillaume? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Alexia, merci pour ton exposé, c'était super. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. Tu as cité le commentaire d'une des personnes que tu as interviewées qui te disait que le problème, c'était que la réflexion éthique, on la faisait toujours on l'anticipait pas en fait, et c'était quand on avait un problème qu'on se posait la question. Mais j'ai du mal à. En fait, est-ce que tu pourrais donner un exemple pour voir comment, dans le dilemme que tu as présenté de prise en charge de ce petit garçon potentiellement intersexe, comment est-ce qu'on pourrait anticiper ces choses-là dans les pratiques? C'est-à-dire, il faudrait avoir des réflexions éthiques sur tous les cas possibles, ou est-ce que c'est pas justement le fait qu'il y a un problème qui se pose qui fait qu'on déclenche la réflexion? C'est avec ça que. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on pourrait anticiper une réflexion éthique? C'est un peu ça ma question.
Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que cette formulation amènerait à un certain paradoxe, c'est que l'éthique naît quand il y a un problème, mais d'un autre côté, on nous dit qu'il faut prendre le problème en amont, sauf que le problème, il existe que quand il se présente. Donc, en effet, peut-être que on est un petit peu dans un paradoxe. Peut-être que j'ai peut-être mal présenté cette citation. En fait, je suis d'accord, Guillaume. En fait, l'éthique, c'est une réflexion qui doit être continue et qui est émergente, qui naît du terrain. Donc, forcément, elle va être mobilisée lorsque le problème se pose. Par contre, ce que l'on voit, c'est que souvent, ces problèmes, ils ont une certaine récurrence et que, mis à part le problème qui arrive pour la première fois et qui est inédit, en fait, ça pose la question de manière plus générale de la capitalisation et de la capacité d'une entreprise à partager, à diffuser la connaissance, les retours d'expérience de manière collective. Plus concrètement, ce qui se passe, c'est que en fait, dans les structures éthiques, il y a deux manières de mener les réflexions. Il y a des structures qui vont être beaucoup plus dans l'instant, dans l'immédiateté, donc c'est-à-dire qu'elles vont réfléchir par rapport au cas qui leur est présenté, mais aussi des structures qui mènent des réflexions sur un temps plus long et plutôt sur des thématiques, sur des enjeux plus transversaux. Et par exemple, il y a le cas au début de Madame Patel à qui on met des gants pour empêcher qu'elle enlève sa sonde. Ça, c'est un cas précis. Mais justement, dans le cadre de cette structure éthique, elle avait développé par elle-même une réflexion d'abord autour de la contention et sur ce qu'on appelle la privation de liberté. Et elle avait mené une réflexion qui était en écho avec d'autres cas qui étaient arrivés, mais qui pas par rapport à ce cas-là en particulier. Donc la manière d'y répondre, c'est, il me semble, de jouer à la fois sur cette instantanéité de la réponse, cette réactivité, mais aussi sur une réflexion sur des enjeux plus transversaux et que l'on connaît tous. Et pour la personne intersexe, c'était évidemment de pouvoir peut-être déjà réfléchir sur ce qu'est la médecine prédictive quand on commence à la développer, et puis après réfléchir aussi sur ce qu'elle peut, ses conséquences. Et donc, notamment, sur le fait qu'on peut annoncer on peut se retrouver à annoncer des informations incertaines. Merci, Alan. Super, merci Alexia. Vraiment, c'était super. Merci, Guillaume. Je crois qu'il y a une question de Alan. Qui ne parvient pas à mettre son micro. Alors moi, j'ai une question, Alexia. De ma compréhension de ce que tu as présenté à d'autres pendant cet exposé, c'est que finalement, cette réflexion éthique au sein de l'organisation, elle est bénéfique. Enfin, si l'organisation l'accepte et capacitante, elle est bénéfique pour le groupe de travail finalement qui développe d'autres manières de fonctionner, d'une manière collective, etc., etc. Elle ne donne pas les solutions, mais elle est bénéfique pour le groupe de travail. Donc c'est une vision assez étonnante de la chose, mais finalement c'est très important de la mettre ça pourrait être vu comme important de la mettre en place, rien que pour le bien-être effectivement du groupe qui fonctionne, du groupe éthique, quoi. Oui, alors pour rebondir, Pascal, tu pointes à une dimension qui crée beaucoup d'incompréhension par rapport aux structures éthiques lorsqu'elles sont mises en place dans les organisations, c'est le fait, en effet, qu'elles ne donnent pas la solution. Tout simplement parce que, alors, il y a différentes postures. Pour être vraiment transparente, vous avez, dans le cadre du soin, vous avez des structures très rares, elles sont très très peu nombreuses, enfin, je n'en connais qu'une même, mais qui est assez renommée par rapport à cela, qui, elle, donne une solution. Mais la plupart ne donnent pas de solution parce qu'elles ne sont pas dans cette posture-là, tout simplement parce que la structure éthique n'a pas visé à se substituer à
à l'équipe, à l'acteur, à n'importe qui. Elle a un rôle d'éclairage. Et il revient après à chacun. Il ne s'agit pas de normer, encore une fois, les comportements. Il revient à chacun après d'être responsable et de prendre en charge la décision qui sera décidée, forcément. Mais voilà, oui, c'est particulier, en effet. Ce que je voulais pointer, c'est juste que ça pouvait être utile pour le groupe de travail, enfin le groupe éthique lui-même. C'était ça Oui. qui était. Oui, bah, ça permet en fait de détricoter les pratiques, de les décomplexifier et aussi pour le bien-être du groupe, d'avoir en fait une responsabilité partagée par rapport à ces pratiques-là. Et c'est aussi important. Ok, on va tenter, Alan, si vous voulez prendre la parole. Sinon, j'ai vu que vous avez marqué une question que je pourrais poser, mais si vous voulez tenter de prendre la parole. Non, on ne vous entend pas. Alors, étrange cela. Bon, alors, ma question porte sur la constitution d'un ordre des ingénieurs sur le modèle des ordres de médecins ou d'avocats. Cela existe dans d'autres pays et permet une institutionnalisation de l'éthique. Est-ce que cela vous semble être une piste à explorer? Alors, si je suis très dogmatique, je vous répondrai qu'il y a en fait, ça dépend ce que vous appelez l'ordre des ingénieurs. Parce que derrière la notion d'ordre des ingénieurs ou l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats, on est plutôt à ce moment-là dans la déontologie, je pense. Dans la déontologie, c'est donc expliciter des règles de conduite, des règles de comportement. Alors que l'éthique, elle se situe au-delà, elle se situe, je dirais peut-être après, c'est-à-dire elle se situe lorsque ces règles de conduite ou de comportement sont insuffisantes pour appréhender une situation. Donc, ça peut être une bonne chose de développer un ordre des ingénieurs au sens où il me semble qu'il est toujours bon d'essayer de réfléchir. C'est aussi une manière de réfléchir sur les pratiques, hein, sur ce qu'est être ingénieur, ce que sont les pratiques d'ingénieur. Donc, en ce sens, je vous rejoins. Mais par contre, il me semble que ça ne serait pas une institutionnalisation de l'éthique, mais plutôt une forme de déontologie. Et la déontologie n'est pas en soi négative, hein. C'est une autre forme de réflexion sur les pratiques qui est aussi essentielle pour guider les acteurs. Merci, Alexia. Il y a une question de Dima. Oui, bonjour. Merci Alexia pour cette présentation, c'était super intéressant. Ma question est la suivante. Est-ce que, à ton avis, un comité éthique pourrait avoir sa place dans une institution comme la nôtre? Dans une institution comme la nôtre, tu veux dire au sein d'une composante comme Polytech ou tu veux dire au sein de l'université? Les deux, l'un ou l'autre. D'accord. Alors, juste, il me semble, Pascal, je crois que toi tu l'as évoqué, je crois qu'il y a une structure, une commission éthique au sein de l'université. Mais après, je répondrai vraiment à ta question, dis-moi. Déontologie. C'est sur la déontologie. Ah, c'est déontologie. D'accord. Okay. Oui, Dima, moi, je ne peux que pousser à ce genre de mise, de développement de structure, parce que l'université ou même Polytech est soumis à des cas de conscience et se doit, il me semble. Je pense aussi que ça fait partie d'un devoir de notre part, au-delà de notre bien-être, de notre bien-être respectif. Je pense que c'est aussi un devoir de notre part de réfléchir sur nos pratiques. Alors, des manières de réfléchir sur nos pratiques, en parallèle, je trouve qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres dispositifs qui se sont développés, qui renvoient peut-être pas tout à fait aux mêmes enjeux, mais tout ce qui est, par exemple, égalité, tout ce qui est aussi évaluation des enseignements. Bon, c'est pas de l'éthique, mais c'est quand même des formes de réflexion sur nos pratiques. Là, ce qu'apporterait un petit peu plus une structure éthique, c'est justement de re-questionner peut-être nos valeurs, quels sont le projet que l'on veut porter,
quels sont les éléments sur lesquels on ne veut pas céder parce que c'est ce qui donne sens à notre pratique. Donc, du point de vue de Polytech et du point de vue de l'université, moi, je pense que c'est essentiel parce que c'est une manière de faire évoluer notre démarche professionnelle, et c'est aussi essentiel pour, à titre individuel et collectif, pour notre bien-être. La forme que cela pourrait prendre, c'est aussi à réfléchir. Il n'y a pas de forme arrêtée, mais rassembler le personnel pour réfléchir ensemble, oui, oui, je pense que c'est tout à fait pertinent et possible, surtout. Merci. On a été entendu par Yves, je l'espère. Ah non, Yves a resté jusqu'au bout. Ce n'est pas une revendication, hein. C'est Il y a proposition. une question, peut-être la dernière, de Hélène. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je ne connais pas du tout le domaine, mais bon, c'était vraiment passionnant. Alors, je me demandais si, à terme, ces structures éthiques pouvaient avoir un lien avec les législateurs et par quel biais ça pourrait passer, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment énormément de réflexions qui peuvent être conduites, structurées sur un nombre incalculable de domaines, et que, à la limite, c'est très important après pour les législateurs de savoir qu'est-ce qui se décide sur tout ça, parce que en particulier en médecine, quoi, il y a des questions très nouvelles qui se posent, et puis en bioéthique, enfin, je sais pas, un tas de domaines. Donc, est-ce qu'il y a des structures plus ou moins en place ou des canaux qui se dessinent pour une telle évolution? Oui, tout à fait. Et en effet, le lien entre réflexion éthique et législation me paraît essentiel dans la mesure où la législation gagnerait à se nourrir de ces réflexions-là. Tout à fait. Alors, pour vous répondre, comme je l'ai précisé, moi, je suis plutôt dans le domaine de la santé. Donc, du point de vue privé, j'aurais du mal à vous répondre. Par contre, dans le domaine de la santé, en effet, le lien, il se fait de plus en plus. Ne serait-ce que, je prends un exemple tout récent, la loi de bioéthique qui est en passe d'être votée, je crois. Je crois qu'on est à la deuxième lecture à l'Assemblée. La loi de bioéthique, donc établie, enfin élaborée par le gouvernement puis votée par l'Assemblée, lorsqu'elle a été proposée, a fait appel aussi aux réflexions du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, qui est un comité en éthique, puisqu'on a un comité d'éthique en France. Et lui-même, ce comité a fait appel à ce qu'on appelle les espaces de réflexion éthique régionaux. Alors, ils sont dédiés à la santé, hein, mais aussi aux enjeux de bioéthique. Et ces espaces éthiques donc, ont pu faire remonter des réflexions qui venaient du terrain. Et le CCNE a pu en faire part à ceux qui ont proposé la loi. De même pour la Covid-19, même si, alors, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, même si la polémique a été justement que le gouvernement n'est peut-être pas suffisamment fait appel au retour du terrain, il faut savoir que le Comité consultatif national d'éthique a fait appel justement aux établissements, aux structures éthiques pour qu'elles fassent remonter leurs réflexions et pour que cela puisse aider à guider après les plans d'intervention, et on peut penser aussi les futures lois. Donc oui, il y a un lien qui se fait. Il est encore fin, mais il peut se faire. D'accord, merci beaucoup. Merci Hélène. Alors, Alexia, je voudrais encore te remercier pour ce brillant exposé qui a intéressé de nombreuses personnes. Beaucoup de personnes étaient connectées. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence et vous annoncer le prochain séminaire du jeudi qui sera le 20 mai avec un intervenant qui est Gaël Satounet, qui est notre un collègue du département matériaux et mécanique, et qui nous parlera très certainement de matériaux pour les accélérateurs. Voilà. Merci encore Alexia et merci à tous. Merci à vous et merci pour vos questions. Au revoir.
Au revoir.